Bien. Alors, cette vidéo est pour les L3IDS. Voilà, c'est notre première séance de programmation Python. Et l'objectif de la séance est de présenter un peu Python, présenter les éléments de base du langage. Je ferai ça dans une autre vidéo. Et ensuite, je fais généralement une petite démo sur Spider. Voilà, Spider, c'est l'éditeur de code que nous allons utiliser. Alors, très rapidement sur les distributions quand même, pour que ce soit bien dans notre esprit tout ça. Donc, celle qui est installée dans notre salle informatique, donc c'est la distribution Anaconda Python. Hein. Anaconda Python, voilà, qui intègre une série d'éléments, une série d'outils, avec aussi une série de packages très intéressants. Hein. Du coup, on n'a pas besoin, enfin, on a déjà à disposition une série de packages qui nous permettent de bien travailler et qui propose aussi donc un éditeur de code, qui est l'éditeur de code Spider. Voilà. Alors bien sûr, il y a d'autres éditeurs de code. Il y a par exemple ici, hein, j'ai mis une série d'outils possibles. PyCharm, qui peut être utilisé également. Il y a Sublime Text, voilà. Il y a Visual Studio Code également qu'on peut utiliser. Il y a plein d'outils en réalité qu'on peut utiliser. Quel est le meilleur? Je ne vais pas rentrer dans ce débat stérile. Le meilleur, ça dépend des circonstances, du contexte, avec qui vous travaillez, quelles sont vos habitudes également, et puis de l'environnement dans lequel vous travaillez. Vous arrivez quelque part, tout le monde utilise PyCharm, par exemple. Hein. Vous n'allez pas arriver en disant, moi, j'utilise que Spider et j'oublie le reste. Ou inversement, vous arrivez quelque part, tout le monde utilise, je sais pas, Spider, et vous arrivez, vous dites, ah bah non, vous êtes tous des nazes, je vais utiliser, moi, c'est Sublime Text. Non, non, ça marche pas comme ça. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait le choix de Spider parce qu'il est intégré dans la distribution Anaconda Python, mais normalement, si on a un niveau suffisant, on est capable de s'adapter à tout éditeur de code et de choisir le plus adapté par rapport à des circonstances. C'est ça qui importe. Très bien. Alors, voilà, donc une fois ce préambule, une fois que j'ai fait ce petit préambule, donc j'ai lancé Spider. Donc là, j'ai lancé Spider. Je sais parmi vous que vous êtes assez nombreux à avoir travaillé sous R déjà. Voilà. Très bien, ça ressemble beaucoup à RStudio. Enfin, ça ressemble énormément à RStudio. Voilà. Et bon, on n'est pas très étonné. Là, on a ici l'éditeur de code pour pouvoir écrire du code. Voilà. Et ici, on a la console. Voilà. Alors, on a une autre fenêtre où on peut avoir l'aide, on peut avoir ici, donc c'est l'explorateur de variables, ou bien les graphiques, ou bien la liste des fichiers disponibles, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Je vais mettre ici l'explorateur de variables, comme ça on verra ce qui se passe. Voilà, donc ce qui se passe généralement, c'est que c'est dans la console que vous allez interagir. C'est ici, dans l'éditeur de code, que vous mettez votre code, et quand vous lancez l'exécution, c'est dans la console que vous allez interagir. Très bien. Alors, je sais aussi que certains parmi vous vont utiliser le notebook Jupyter, voilà, ou le Jupyter Lam, exactement, pareil. Voilà, là, c'est un peu différent en termes de présentation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le plus important, c'est que on sait manipuler correctement un outil et on obtient ce qu'on souhaite obtenir. C'est ça le plus important. Très bien. Alors là, je fais un petit code. Là, je récupère du code qui est là. Tac. Où on fait le calcul du prix TTC à partir d'un prix hors taxe. Voilà. Donc, voilà, hein, je monte ça très rapidement. On demande à l'utilisateur ici rentrer un prix hors taxe. Voilà, ce prix hors taxe là, avec la fonction input, c'est forcément une chaîne de caractères pour lui. Donc, le typage est dynamique. Hein. Ça, je l'avais dit en cours, hein, mais vous regardez l'autre vidéo tout simplement. Voilà, et donc cette chaîne de caractères-là, je vais la transformer en numérique, ici, en écrasant la même variable. Oh là là, c'est criminel, mais bon, voilà. Dans d'autres langages, on déclare les variables et on type correctement, ainsi de suite. Mais bon, ici, on peut écraser comme ceci, voilà, c'est plus simple, pourquoi pas. Très bien. Une fois que ici le prix hors taxe est maintenant numérique, je multiplie par une constante, voilà, et j'ai un résultat qui est aussi numérique. Ensuite, j'affiche le résultat. Voilà, prix TTC, virgule PTTC. Ou bien, l'autre possibilité, c'est de faire une concaténation des chaînes de caractères. Donc, ce serait, je vous montre ça ici, hein, mais on ne va pas le faire, nous. Voilà, ce serait prime PTC plus, et comme là, c'est une chaîne, là, c'est un numérique, je vais transtyper ça en chaîne de caractères. Voilà, c'est une possibilité. Hop là. Oula, oula. Oui, c'est le réflexe de CTRL-S. Vous avez vu? CTRL-S tout le temps. Non, non, bah là, pour le coup, on va le faire sciemment. Voilà, donc les deux instructions sont valables ici. Très bien. Une fois que c'est ça, je vais sauvegarder mon programme. Bah oui, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc je fais sauvegarder, je sauve. Et en l'occurrence, ici, je vais mettre sur le bureau, voilà, démo, et je mets exo TVA. Tant pis. Très bien. Donc, une fois qu'on a ça, maintenant, on peut travailler. On peut travailler. On a bien le fichier qui est
dans mon dossier ici, sur le desktop, il est dans démo, un sous-répertoire que j'ai créé, hein, le dossier, il est là. Voilà, on est où là? Il est là, voilà. Et donc, maintenant, je peux travailler. Alors, pour lancer le programme, il y a différentes manières de faire. Celle que je préconise, c'est qu'on clique sur la touche Play qui est là, exécuter le fichier. Tac. Voilà, il lance le fichier. Alors, lisons un peu 2 secondes, arrêtons 2 secondes dessus, même plus que 2 secondes. Hein. Regardez, il fait run file de votre fichier .py. Ça, c'est un élément intéressant, c'est ce qu'on souhaite faire. Donc, tout va, il lance le fichier en entier. Autre élément très important, il définit le répertoire de travail, le working directory. Voilà. Alors pour l'instant, ça n'a pas trop d'intérêt, oui, effectivement, voilà. Mais quand on va travailler sur les fichiers ou surtout sur les modules, là, ça sera important. Parce que généralement, les modules, on va les mettre pour l'instant pour nous dans le même dossier que notre programme principal, et il faut qu'ils puissent le trouver automatiquement. Comme on est encore dans une phase d'initiation, le plus simple, c'est de tout mettre dans le même dossier. Et quand on lance le programme principal, et comme il a défini le working directory, il va chercher le module au bon endroit. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, très bien. Donc là, je rentre par exemple un prior tax de 100, voilà, et je fais entrer, et le résultat, le print etc, il fait 100. Voilà, c'est ça l'idée. Et dans l'explorateur de variables, on a bien ici des variables qui sont créées en mémoire, voilà, qui sont manipulables, ainsi de suite. Très bien. Ensuite, quand vous passez à l'exercice suivant, créez un deuxième fichier .py. Créez un deuxième fichier .py, et ce fichier .py, vous le mettez dans le même dossier que le précédent. Donc, chaque séance, vous créez un dossier, et chaque exercice, vous créez un fichier .py. Voilà. Comme ça, vous mettez tout dans le même dossier. À la fin, vous récupérez le dossier tout simplement. C'est le plus simple. Parce que pourquoi? Parce que je reviens sur l'idée du working directory. Certains d'entre vous ont ce fâcheux réflexe de dire, je mets exercice 1 là, voilà. Donc ici, hein, exercice 1, voilà. Exo 1. Ensuite, vous dites, hop là, je fais exo 2 en bas ici, voilà. Voilà. Et ensuite, vous écrivez le code. Et quand vous voulez lancer le code, typiquement, vous voulez dire, je vais sélectionner la portion du code qui m'intéresse et je l'exécute uniquement cette partie-là. Exécuter la sélection. Alors là, ça va marcher. Hein, pourquoi? Parce qu'on est dans un seul répertoire, voilà, et on n'a pas accès aux données qui sont dans le dossier en question, soit les modules, soit les fichiers. Donc là, pas de problème, ça va marcher, effectivement. Il lance que le code, sans référence au fichier .py et sans référence en fait, au working directory. Voilà, sans, tac, ainsi de suite. Voilà. Très bien, donc on pourrait faire ça. Hein. Je sais que certains d'entre vous vont le faire, malgré mes avertissements, mes précautions de tout ça. Vous allez le faire quand même. Vous écrivez votre code ici, tatati tatata, et ensuite vous le laissez par bloc, ainsi de suite. Mais je dis encore une fois, ça va marcher tant qu'on est sur des projets très simples. Et dès qu'on travaille sur des projets où il y a plusieurs fichiers .py, ou si on accède à des fichiers, ainsi de suite, vous n'avez plus les références du working directory, et hop, ça ne va pas le faire. Hein. Donc la dictature du « mais ça marche, monsieur, regardez, ça marche ». Ok, ça marche dans un certain contexte. Et c'est à nous de bien voir où est ce contexte, que recouvre ce fameux contexte. Hein. Voilà. Donc, ce que je préconise encore une fois, hein, mais bon, je me répète un peu, mais bon, au début, des fois, il faut le faire un peu. Voilà, c'est que vous créez un dossier, chaque exercice est un fichier .py, et voilà, et vous le lancez en lançant tout le programme. Ça permet d'avoir tous les éléments en place pour manipuler correctement. Voilà. Et ensuite, on verra vraiment l'utilité de ça quand on aura des modules, voilà, et quand on manipulera des fichiers. Sur les modules, typiquement, si on ne lance pas le programme en entier, voilà, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il ne recherche pas le module. Du coup, vous faites des modifications dans votre module, des fichiers là, de votre fonction, et ce n'est pas répercuté. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne le prend pas en compte? Parce qu'il ne l'a pas rechargé tout simplement. Alors, un dernier élément avant de s'arrêter là, il y a aussi un danger, il y a aussi un problème parfois, c'est qu'à force de manipuler tout ça, il s'y perd. La console Python s'y perd parce qu'il y a plein de manipulations, vous allez créer des variables, vous supprimez, ainsi de suite, et des fois il s'y perd et du coup il a un comportement qui est totalement erratique. On ne comprend pas ce qu'il fait, il fait des choses qui ne sont pas attendues. Une idée simple par rapport à ça, tout simplement, c'est de supprimer la console et d'en recréer une nouvelle. Comme ça, il repart avec un nouvel environnement de travail, avec vider des mémoires, vider des variables et des fonctions en mémoire, et comme ça, vous relancez tout et vous êtes sûr d'avoir la dernière version. Hein. Pour supprimer la console, tout simplement, vous la supprimez, tac, il la supprime, voilà, et il recrée un nouveau noyau. Et vous avez vu qu'il a tout vidé, y compris les variables qui étaient disponibles ici.
hein, elles ont disparu. Et là, on peut relancer le programme sans aucun problème et on est sûr d'avoir les dernières versions des modules, les dernières versions des fonctions et ainsi de suite. C'est vraiment avec les modules qu'on aura ces difficultés-là. C'est pour ça que je prends ces précautions. Très bien. Allez, je m'arrête là en ce qui me concerne.